entendu, à la fois cet investissement du paysage par les porcs et cette nourriture particulière, notamment de glands et de châtaignes, qui va donner le goût tout à fait caractéristique de cette viande de porc qui a un goût noiseté, très prononcé, et qui en a fait, bien entendu, son succès. Donc il y a là une relation entre le paysage et le goût de la viande, qui est sûrement là un des enjeux du succès du porc basque. Donc voilà la carte officielle, simplement pour illustrer, évidemment, pour le géographe que je suis, c'est une carte qui est atroce, mais bon, c'est la carte officielle qui est utilisée par la filière, et donc qui revient donc sur cette zone à cheval sur la frontière franco-espagnole, donc le Pays-Quin. Voilà l'un des visuels de cette marque commerciale, et donc vous voyez très bien que au-delà donc du jambon lui-même, du porc, et là notamment cette technique de séchage et d'affinage dont je parlais tout à l'heure, donc à l'air libre, toute la partie inférieure de cette image, de cet imaginaire, est constituée donc de cette image que je vous montrais tout à l'heure, donc cette image officielle qui vient donc là vraiment investir et appuyer la qualification du produit très nettement. Et donc c'est cette image que vous reconnaissez, même si l'angle de vue n'est pas exactement le même. Bon, voilà une autre image. Donc là, on a quitté les Aldudes, on a quitté la vallée des Aldudes, on est vraiment dans le Pays-Quin. Donc, vous voyez, dans cette marqueterie de prairies, de buissonnantes, et on le voit là, donc de zones boisées, de chênes, de hêtres et de châtaigniers. Et donc, pendant plusieurs semaines avant l'abattage, au mois de décembre, les porcs sont conduits et sont complètement en liberté et se nourrissent donc de cette nourriture essentiellement végétale. Alors, je voulais simplement insister, pour terminer, sur la question de la semi-liberté, liberté, semi-liberté de l'élevage, qui est certes extensif. Donc, en réalité, en dehors de cette période très spécifique de l'engraissement, où les animaux sont donc conduits en pâturage dans le Pays-Quin, en réalité, lorsqu'ils sont dans la vallée, ils sont effectivement en liberté, jour et nuit. Cependant, vous le voyez, il y a des aménagements, des habitats qui sont construits ad hoc, qui sont eux-mêmes, alors je ne dirais pas esthétiques, je n'irai pas jusque-là, mais qui sont végétalisés et qui permettent aux porcs notamment de s'abriter la nuit. Bon, donc, deuxième et dernier point, donc, cette esthétisation de la viande de porc de race basque. Donc, le label commercial Quintoa révèle, semble-t-il, une forme d'esthétisation de la viande de porc de race basque à travers l'idée de belle nature. Donc vous l'avez vu à la fois pour les paysages de la vallée, à la fois pour les paysages du Pays-Quin. Les paysages valorisés mettent en effet en exergue la verdeur, la fraîcheur, la pureté, les grands espaces ouverts, les habitats parfaitement apprêtés. Donc là, j'entends les habitats à la fois des éleveurs, des mangeurs, des hommes, mais aussi des animaux. Et donc j'y vois là la volonté d'insister sur un cadre de vie de qualité, à la fois pour les éleveurs et pour les animaux. En juillet 2011, Perico Legaz, donc critique gastronomique que je ne présente pas, qui est basque, peut-être faut-il y voir là un élément d'explication, je ne sais pas,
dans un article donc, de Marianne, pour Marianne, insiste, donc un article sur cette labellisation, enfin sur ce label de qualité Quintoa, insiste effectivement sur le fait que le label protégerait la campagne basque et ses paysages, bon, ce qui est quand même assez nouveau, hein. Protéger la campagne, d'accord, protéger les paysages, c'est autre chose, c'est savoir-faire et c'est savoir-vivre. Et il conclut ainsi son article, un cochon qui a le goût de son paysage. Bon, là évidemment j'ai bu du petit lait hein, lorsque j'ai lu ça, parce que je me suis dit bah oui. Oui, puisque le petit lait de vache était traditionnellement donné aux cochons hein, au Pays Basque. Et l'est d'ailleurs dans le cas de la production de porc basque. Donc, à l'instar du monde de la critique gastronomique, donc ici représenté par Perico Legaz, cette esthétisation est en effet relayée par quelques grands cuisiniers, à la fois au Pays Basque et ailleurs, hein, notamment à Paris, je pense à Hélène Darroze, mais ce n'est pas la seule, un certain nombre de bouchers très médiatisés et amplifiés par l'engouement actuel pour les produits alimentaires et les cuisines basques. Elle réactive les aspects environnementaux de la production agricole, de l'élevage en l'occurrence, et repose la question de la nature, du rapport de l'homme à la nature, du rapport homme-nature, du rapport société-nature, qui est le paradigme fondateur de la géographie. Pour conclure, donc 5 points. Le port de Rasbasque montre l'exemple d'une fabrique de viande qui construit donc un rapport dialectique entre qualité du paysage et qualité du produit. Il montre également la construction d'une notoriété qui a mobilisé le paysage, la dimension paysagère. Dans un premier temps, l'enjeu était, semble-t-il, la réinterrogation de la culture locale. Mais par la suite, le succès économique à l'intérieur et plus encore à l'extérieur, et là je reviens au rôle du regard extérieur, et j'y introduis aussi le rôle du touriste, hein, qui, me semble-t-il, est tout à fait déterminant dans le cas du Pays Basque, conduit donc à la mise en place d'un label commercial qui laisse émerger une forme d'esthétisation de la viande de porc de race basque. Ce souci d'ancrage géographique, de construction d'un rapport au lieu et au paysage de la viande de porc de race basque explique et justifie la demande d'appellation d'origine contrôlée qui est en cours d'instruction actuellement auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Et je sais que cette semaine, notamment, donc, les experts de l'INAO se sont rendus dans la vallée des Aldudes pour se rendre compte de la portée, du sens et de la valeur de ce dossier. Je vous remercie de votre attention. Merci. On va ouvrir maintenant la discussion à la salle pour les questions. Allez-y. On a un acheteur intéressé dans la salle. La production étant limitée, elle est d'environ 2000-2500 porcs annuellement. Donc évidemment, le prix est relativement élevé. Alors je dis relativement parce qu'il est moins élevé que les jambons espagnols, italiens et portugais. C'est ces jambons serrano, c'est ces jambons de montagne. Mais il est d'environ 45 €. De jambon de porc basque, oui. Oui, je parlais 45 € au Pays Basque. Ça vaut le voyage. Oui. D'autres questions ? Allez-y. Bon, comme j'en aurai pour à peu près une demi-heure, je ferai simplement 2 ou 3 flashs. Pouvez-vous nous envoyer l'abri végétalisé des cochons à l'écran ? Voilà. Vous voyez, c'est un toit.
Le porc, on le protège avant de l'enfermer. Ça, je l'ai écrit quelque part, je vous ressortirai ça. Chez nous, on parle d'un tey à cochon. Un tey, T-E-C-T, comme dans Ronsard, c'est-à-dire tectum. C'est-à-dire qu'on commence par abriter le cochon, et ensuite, s'il y a lieu, on va le renfermer. L'idéogramme chinois de la maison, c'est un cochon sous un toit. Hein. C'est donc quelque chose qui va très loin. Et en plus, c'est végétalisé, c'est-à-dire que ça donne dans la verdure, qui est l'un des deux grands thèmes oppositionnels chromatiques de tout ce qu'on vient de voir et entendre. Ramenez-nous le logo de la maison. Voilà. Ça. Revenez sur le logo. Voilà. Non, pas celui-là. Le tableau d'assemblage qui était avant. Enfin, oui, là, vous avez déjà ce que je... Voilà. Vous voyez, il y a une bande de verre cru tout en bas. Le verre, on y tient même à l'état pur. On le barbouille, il sort du tube, là. Et tout le reste en haut, c'est du noir. Et le noir est très important dans ce que j'ai raconté. On ose le noir. Exactement comme dans le monde de la mode, cette mannequin américaine dont le nom m'échappe, la première femme noire à être mannequin sur les couvertures de Vogue, etc., osait le noir. Avant l'élection d'Obama. Naomi Campbell. Merci beaucoup. Alors, ce porc ose le noir. Et je vais vous poser une question. Les jambons, est-ce qu'ils sont encore avec la couenne et les poils? Avec la couenne, oui. Les poils, non, je ne pense Donc, pas. on voit quand même des jambons noirs. Et quand il y a une tache de noir, ils sont noirs. Oui, oui. Parce que et jamais, notamment parce qu'il y a la pâte aussi, comme dans l'image mentale du jambon en France, ils sont toujours roses et blancs. On ne pense pas à un jambon noir. J'ai essayé de lancer une enquête là-dessus auprès de la CESEB, etc. On n'y arrive pas. Les gens ne veulent même pas en parler. Mais le noir est abominable sur le jambon. C'est impensable. Et alors là, ça se rattache à un fait anthroposologique majeur, hein, que je suis heureux de resservir ici, parce que j'y tiens beaucoup. Un jour, je me suis fait engueuler par le roi Gourand, parce que j'osais parler de la peau rose des cochons à la fin d'un article sur les ossements. Il avait tort. Parce que derrière ça, il y a une loi anthropologique majeure qui est que les hommes blancs font des cochons blancs et les hommes noirs font des cochons noirs. Et les hommes roux du côté de l'Irlande font des cochons roux. L'homme fait la couleur du cochon à la sienne. Alors vous avez dans le cas du basque, la tâche. Et sa tâche s'explique. Parce que nous sommes aux limites de l'Espagne. Alors je vais vous poser la question sur le caractère intermédiaire. Il est administré, ce pays, à la fois par les deux pays. Oui. Comme l'île des faisans. Et qu'est-ce que c'est que cette île des faisans? C'est le souvenir du mariage de Louis XIV, du roi Soleil, avec l'infante d'Espagne. Si vous voulez rigoler, riez bien. Hein. J'en ai d'autres. Je vais vous expliquer pourquoi je ris. C'est parce que dans Columel, il y a une description des races de cochons. Oui. Et que je sache, les Romains sont blancs. Et il y a des cochons noirs, qualifiés de noirs, et des cochons blancs, qualifiés de blancs. Oui, oui. Voilà. Eh bien, c'est bien, bravo. Donc, on continue, mais il ne connaissait pas beaucoup l'Indonésie, hein, Columel. Hein. Vous me rendrez cette grâce. Ce dont je parle, c'est une loi qui s'étend au globe terrestre complet et que ne pouvait édicter donc Columel en son 1er, 2e siècle de notre ère. Je continue. Donc, vous êtes dans un territoire où les deux pays sont en coprésence et territoire neutre de liberté, etc. Est-ce qu'il y a du potioc dans votre coin? Il y en a. Et ils se baladent comme les cochons. Oui. Bon. Oui. Est-ce qu'il y a du mérins? Il y en a aussi. Bon. Alors, le mérins, c'est important, c'est la race noire française. Hein. Et le potioc, c'est la liberté. Parce que vous avez parlé de la liberté des ovins et des porcins, comme en Corse. Donc, on est dans un territoire de liberté et presque de bandits d'honneur. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que vous avez à la fois, c'est un spectacle d'exceptionnalité et un spectacle de territorialité et de liberté. Bon, alors je ne vais pas aller trop plus loin, mais
Il se trouve que dans les termes de couleur qui s'appliquent à la peau, le noir s'exprime souvent par mavros en grec. Un cheval noir, c'est mavros. Excusez-moi. Et qu'il y a les morts. La lutte contre les morts. Les matamores. C'est une lutte contre les morts qui sont des gens de couleur. Et quand vous parlez d'un cheval cafecé de mort ou tête de mort, ça veut ni plus ni moins dire qu'il est sombre de robe. Il y a donc là, dans la profondeur, plus que séculaire, hein, des termes, un jeu qui explose dans tout ce que vous venez de dire. Bon, je ne vais pas plus loin, mais il y en a d'autres. Merci. Oui, excusez-moi, le pays Quin. Et vous nous dites que c'est un roi qui a donné son aval. Un roi espagnol. Un roi de Navarre. Un monarque espagnol. Vous avez un pays qui porte le nom de Quin et qui renvoie un monarque espagnol. Comment ne pas penser à Charles Quint? Charles III est un Français hein, à la base, hein, donc dynastie d'Évreux, installé en Navarre effectivement au XIVe siècle, mais bon voilà. C'est le territoire qui prime là-bas. Oui. Et alors il y a d'autres trucs, il y a des jeux de mots, mais enfin bref. Le fait d'employer du piment d'Espelette à la place du poivre, c'est encore l'exceptionnalité qui se manifeste. Oui, c'est la seule production charcutière en France qui utilise le piment pour remplacer le poivre. L'exceptionnalité à l'état. Vous parlez beaucoup de la figure de Pierre Oeza, pardon. J'aurais voulu savoir, enfin, parce que il me semble que dans ces démarches-là, le succès de ces démarches-là repose beaucoup sur une association entre les éleveurs et l'aval. Et du coup, j'aurais aimé savoir comment est-ce que les éleveurs rentraient dans la démarche, puisque à l'origine, c'est bien l'aval qui est porteur de la démarche. Dès le départ, Pierre Oeza, qui n'est pas éleveur lui-même, s'est entouré de 6 éleveurs qui ont accepté avec l'INTP, l'Institut technique du port, qui ont accepté effectivement d'élever, de recommencer l'élevage. Donc il s'est entouré dès le départ de 6 éleveurs de la vallée qui ont volontairement, avec lui, construit toute la redynamisation de la filière. Et pour aller plus loin, en fait, il me semble que, enfin, je ne sais pas quels sont les systèmes de production qui sont liés. J'imagine que c'est pas des producteurs de porc spécialisés. Et du coup, en fait, je me demande si derrière, ce qu'on ne cherche pas à labelliser, c'est non seulement la viande, bien sûr, mais le système agraire qui va avec, en plus de l'identité culturelle. Sûrement, bien sûr, oui. Enfin, initialement, effectivement, ces éleveurs qui se sont associés avec Pierre Oeza n'étaient pas spécialisés dans la production de viande porcine. Ils le sont devenus par la suite en liaison avec le succès commercial de la vente des charcuteries puis de la viande fraîche. Je voudrais faire une provocation. Je suis un petit peu méfiante parce que dans toute cette affaire, je ne sens pas l'odeur du jambon, le parfum du jambon, mais l'odeur d'une opération de marketing. Parce que les mots d'ordre sont la nature, le vert, la liberté et tout ça. Alors, j'ai une expérience de marketing, hélas, très longue. Est-ce qu'on peut croire? Bon, le fait que ça soit un succès marketing est pour moi pas du tout négatif. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose qui a été reproché à Pierre Oeza, parfois, mais je ne vois pas en quoi on peut lui reprocher ça. Pour répondre à votre question, oui, il y a aujourd'hui une codification marketing à travers ce label commercial, mais
je crois qu'on peut quand même dire que Piero Teisa était totalement sincère, dans la mesure où cette utilisation du paysage, de la nature, de la liberté est une utilisation réelle dès le départ et bien avant le label commercial. Juste sur le même sujet, il faut quand même arrêter d'avoir des pudeurs parce que l'État se désengage de la sauvegarde de toutes les races rustiques, hein, de la chèvre poiteline, la jument mulassière, la lourdaise ou tout ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, pour sauver les races rustiques, il faut faire appel à des éleveurs collectionneurs, c'est-à-dire des gens motivés qui investissent et en temps et en argent parce que c'est quand même assez cher, ou alors passer par des démarches commerciales. Et mon Dieu, tant pis, si ça permet de sauver la race du porc basque, vaut mieux passer par les démarches commerciales, quoi qu'on en pense. Et merci. Je pense qu'on va arrêter là et vous pourrez reprendre la discussion après en aparté. Merci Olivier Echeverria. On va passer maintenant à Guilhem Anzalone qui va nous parler de l'agriculture biologique et de la viande. Donc, je pense que vous voulez rester là. Non, c'est bon. On va rester là. Merci. Voilà. Donc je vais vous présenter les résultats de ma thèse, donc une thèse de sociologie qui porte sur la production et la commercialisation de la viande bovine, de la viande biologique en France. Et justement, je me suis plutôt centré sur la viande bovine biologique. Donc j'ai travaillé à partir d'entretiens, d'observations et d'analyses documentaires. Donc le recueil de données s'est fait principalement auprès d'agriculteurs dans la région Midi-Pyrénées et en Bretagne, ainsi qu'auprès de groupements de producteurs et de transformateurs, là aussi dans le sud et dans le Grand Ouest, donc Bretagne, Pays de la Loire, etc. J'ai aussi travaillé sur la distribution, donc à la fois les circuits courts mis en place par les producteurs, les magasins spécialisés et la grande distribution généraliste. Donc j'ai complété ça aussi avec des entretiens avec des personnes qui appartiennent à l'encadrement institutionnel et technique du secteur de la viande et de l'agriculture biologique, donc comme les organismes qui gèrent les signes de qualité, Interbev, l'Institut de l'élevage, et notamment ce qui concerne l'agriculture biologique, la FNAB, donc la Fédération nationale des agriculteurs biologiques, et les EBF, donc qui sont le syndicat des éleveurs, des producteurs biologiques, avec aussi un petit peu des contacts avec l'agence bio. Alors au niveau de la viande, je précise que je ne l'ai pas uniquement abordé avec cette thèse, puisque déjà en maîtrise j'avais travaillé sur les boucheries artisanales, et qu'en DEA j'avais travaillé sur la viande dans la grande distribution. Donc un petit peu ce recul m'a amené à travailler plus précisément sur la viande biologique, et notamment ce que je présente comme une situation paradoxale, dans le sens où elle est écartelée, elle est à mi-chemin entre l'industrie de la viande et le monde biologique, le mouvement biologique. Donc c'est un petit peu l'axe central de ma présentation. En effet, d'un point de vue sociologique, la viande en général possède une position un petit peu ambiguë entre la nature et entre l'industrie. En effet, la viande elle est issue de la transformation par l'homme de la chair animale, et donc transformation de la chair animale en produit de consommation alimentaire. Donc c'est un petit peu l'objet principal. Et ce que je vais mettre en avant, si vous voulez, c'est les contradictions entre cette transformation de la chair animale en viande qui aujourd'hui, en France, et plus largement dans les sociétés occidentales contemporaines, se fait sous le mode de l'industrialisation, et justement l'agriculture biologique qui s'est construite en opposition avec la modernisation et l'industrialisation qui caractérisent l'évolution de l'agriculture en France depuis l'après-guerre. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail, je vais d'abord vous décrire, avec un petit survol, les principales caractéristiques de la production de viande aujourd'hui. Dans un deuxième temps, je vous présenterai les modalités de production et de commercialisation de la viande biologique en France. Et dans la troisième partie, j'essaierai de vous montrer un petit peu comment la définition de la viande biologique mobilise des dispositifs du secteur de la viande en général, tout en essayant à la marge de les réinterpréter et de les déplacer. Donc la dimension naturelle de la viande présente plusieurs spécificités par rapport à sa transformation en produit de consommation. Il y a d'abord la question anthropologique du rapport au vivant, mais il y a aussi son hétérogénéité, son instabilité biologique, qui en font un produit difficile à transformer. Et notamment au niveau de la viande, la difficulté c'est de qualifier le produit, car c'est un produit complexe,
Et on verra que ça se fait souvent par rapport aux étapes antérieures de sa circulation, et notamment par rapport au mode de production. Donc dans cette première partie, dans un premier temps, je vais vous présenter l'industrialisation des structures de production dans la France de l'après-guerre, avec le regroupement des producteurs en coopérative, le développement d'acteurs puissants de la transformation, donc des groupes comme par exemple Socopa, Biga, etc., qui sont aussi liés au développement de la grande distribution. Et donc dans le deuxième temps de cette première partie, je mettrai la focale plus précisément sur tous les dispositifs qui permettent de caractériser et de qualifier la viande. Donc notamment avec des dispositifs comme des grilles de classification et des signes de qualité. Donc le premier point qui importe dans la production de viande, c'est la gestion de cette dimension animale. Et donc, là-dessus, je m'appuie sur les travaux de Noélie Vial et les travaux de Catherine Rémy sur les abattoirs, qui montrent bien comment, avec la création des abattoirs et l'industrialisation de cette activité qui est permise par le regroupement et la concentration, on a un traitement de la mise à mort qui se fait par l'évitement et par l'industrialisation. Donc, plus généralement, cette industrialisation de la mise à mort s'intègre dans un processus plus large qui est celui de l'industrialisation, la modernisation, l'industrialisation des structures de production de la viande, donc depuis les producteurs jusqu'à la distribution. Alors, donc, dans cette présentation, je prends un petit recul historique, donc essentiellement la deuxième partie du XXe siècle, pour préciser qu'à cette époque, la grande difficulté dans l'organisation du secteur de la viande, c'est la dispersion et l'hétérogénéité de l'élevage. Alors sans refaire toute l'histoire de ces évolutions, je souligne le travail des instituts techniques sur la sélection génétique qui ont permis de spécialiser les races, qui ont permis d'augmenter les rendements. Et deuxième axe de cette modernisation de l'élevage, c'est le regroupement des éleveurs, des producteurs dans des structures, et notamment des structures coopératives. Donc là, le but était essentiellement de rééquilibrer les rapports de force entre éleveurs et les acteurs du marché de la viande, donc essentiellement négociants, chevillards, qui étaient en position de force car ils étaient en relation avec le marché, tandis que l'éleveur avait une vision plus partielle du marché de la viande et donc était moins apte à négocier les prix, etc. etc. Donc, regroupement des producteurs dans les structures coopératives et également, toujours à partir des années 50, concentration, modernisation des structures d'abattage. Donc un petit peu comme ce qui a été évoqué hier, les tueries particulières diminuent, et donc notamment du fait des pouvoirs publics, qui mettent en place notamment une politique de financement et de modernisation des abattoirs et des industriels de l'abattoir. Donc je cite là juste deux institutions importantes. Le Fonds de développement économique et social, le FDES, et Unigrain, qui est donc une organisation professionnelle des céréaliers, qui a permis une modernisation importante de ces abattoirs, qui n'aurait pas pu se faire sinon, car cette industrie se caractérisait par ses faibles marges, ses faibles capacités de financement. Donc ensuite, et là on peut renvoyer aux travaux de Possel sur l'abattoir ou de Gideon sur les abattoirs également aux États-Unis ou donc en France, il y a tous ces processus de technicisation avec les chaînes d'abattage, de désossage, également des processus de conditionnement, capacité stockage, capacité frigorifique, etc. Donc là, on a une augmentation forte de la capacité de transformation de la viande qui arrive en cohérence avec le développement de la grande distribution. Donc la grande distribution permet d'écouler cette production de plus en plus importante et en retour encourage cette augmentation puisque justement on a des débouchés on a un appel d'air qui permet de fournir ce développement du secteur de la viande. Alors voilà donc de manière un petit peu synthétique pour présenter le fait que depuis la deuxième partie du XXe siècle, l'essentiel de la production de la viande bovine en général en France s'appuie sur ce circuit industriel organisé autour des coopératives de production, des gros industriels de la transformation et de la grande distribution. Alors il persiste toujours, il ne remplace pas, il vient s'ajouter à des circuits traditionnels existants avec les négociants, les chevillards, les bouchers artisanaux, etc. Mais il prend la place la plus importante donc depuis cette époque jusqu'à nos jours.
Alors, au-delà de ce point de vue un peu global sur les structures, la production de viande se caractérise à cette époque aussi par la mise en place de dispositifs de standardisation et de qualification des produits. Donc, pour faire le lien avec les structures que je vous ai présentées, quand les structures sont éclatées, quand elles sont morcelées, quand il y a des relations qui sont fluctuantes, il est difficile d'assurer la continuité de la définition et de l'évaluation de la viande. Donc, notamment, les travaux d'économistes ou de juristes de cette époque pointent la capacité d'action des intermédiaires, donc que ce soit des négociants, des chevillards ou des bouchers, donc entre les négociants et les clients, donc leur capacité d'action à réévaluer à la hausse leurs marchandises. Donc, dans un deuxième volet de modernisation du secteur, les pouvoirs publics ont mis en place des dispositifs, des nomenclatures, des grilles de classification qui permettent d'assurer la continuité de la définition et de la caractérisation de la viande, donc depuis l'animal vivant jusqu'au morceau de viande, y compris au niveau des carcasses. Donc rapidement, la première mention a été le premier instrument utilisé a été la mention label en 1960 pour distinguer les carcasses de première qualité. Donc il ne s'agit pas des labels de qualité comme on connaît aujourd'hui, mais une simple mention qui distinguait une partie des carcasses sur leur qualité. Elle a été vite remplacée et complétée par des grilles de classification. Donc une première grille nommée France, une deuxième grille Europa et maintenant c'est une grille SEUROP. Donc à chaque lettre, S-E-U-R-O-P, correspond des catégories de carcasses qui sont évaluées en fonction de leur conformation. Leur conformation donc en fonction de leur silhouette. Donc notamment sur la présence des muscles, des différents muscles et la présence de bons morceaux, de morceaux à griller dans la carcasse. Donc plus on se rapproche du S et du E, plus on a des carcasses qui sont rebondies et qui sont valorisées par les bouchers. Cette grille est complétée par une échelle qui va de 1 à 5 pour évaluer le taux de gras. Et donc voilà en fait les principaux outils d'objectivation de la viande dans sa circulation. Donc là au niveau de la carcasse, on ne peut plus, les négociants ne peuvent plus faire différentes évaluations par rapport à l'éleveur et par rapport au revendeur, mais il y a cette classification qui suit le produit. Point important, c'est que cette classification sert à la fixation des prix. Et donc là encore, on n'a plus une négociation interindividuelle entre l'éleveur et le négociant, mais donc qui permet d'un rapport de force, de négociation, etc. Mais de plus en plus, on a une diffusion de grilles de prix avec des prix qui sont fixés par rapport aux caractéristiques de la viande, de la carcasse en l'occurrence. Donc sans trop développer, on constate un processus similaire au niveau de la nomenclature des morceaux de viande. Donc là, au niveau du détail. Donc Madeleine Ferriard donne de nombreux exemples des interventions des municipalités, puisque il s'agit des acteurs principaux qui intervient dans la définition des morceaux. Anne Huissier présente aussi l'intervention de ces municipalités, l'intervention aussi d'autres acteurs, des réformateurs sociaux comme des vétérinaires, des coopératives de consommateurs. Et donc le résultat de ces multiples interventions, c'est la création et la diffusion d'une nomenclature officielle des morceaux de viande. La dernière version de cette nomenclature date du 18 mars 1993. Et donc toute la viande vendue au détail doit correspondre à ces critères. Donc on a le nom des morceaux, on doit aussi avoir le mode de cuisson, et si vous voulez, il y a énormément de points qui sont réglés, puisque même la taille de l'affichage, l'affichage des prix, est réglementé par cette loi, par cet arrêté. Donc là, je vous ai présenté un petit peu le travail d'objectivation pour faire apparaître des caractéristiques. La deuxième étape dans la circulation, donc dans la valorisation de la viande, c'est l'apparition de qualité à partir de ces caractéristiques. Donc, on voit apparaître d'autres dispositifs, comme la mention label, justement, que j'évoquais, qui apparaît en 1960, qui permettent de mettre en avant des qualités, qui permettent donc de valoriser le produit. Alors, de ce point de vue, la viande a une position complexe, un petit peu une double face, puisqu'il y a, si vous voulez, le marché standard de viande qu'on pourrait dire anonyme, et qui correspond, si vous voulez, par excellence à l'archétype du bien générique tel qu'on peut le trouver dans la science économique. Voilà. De l'autre côté, on a tous des efforts, des travaux de différenciation pour faire apparaître des qualités spécifiques
donc notamment à travers les signes de qualité. Donc ça peut passer par les signes officiels de qualité, il y a aussi des mentions, il y a aussi des marques privées, etc. Mais dans le secteur de la viande et notamment de la viande bovine, la marque privée a une place relativement faible. Donc l'exception la plus notable, c'est Charal, qui a réussi à imposer une marque. Sinon, on a de la viande qui ne se différencie pas tellement par les marques, mais par des signes de qualité. Donc les labels, il y a aussi des mentions de race à viande, etc., mais qui sont notamment agrégés dans ces dispositifs. Alors justement, la création de ces dispositifs de qualité, et notamment des signes de qualité, donc, se fait à partir des années 60, et là encore prend tout son sens par rapport au processus d'industrialisation du secteur que je vous ai présenté, parce que le but, c'est notamment par rapport à cette massification, c'est de distinguer des produits et des territoires pour les protéger un petit peu de cette concurrence. Donc on essaye de faire des segments de marché qui soient distincts du rayon standard, comme on le dit dans la grande distribution, pour justement créer une valeur spécifique. Donc les principaux signes de qualité, le label rouge, l'appellation d'origine contrôlée, etc., etc. Donc le label rouge a une place importante. Donc de suite, ce qu'il faut souligner, c'est que l'ensemble de ces dispositifs représente une partie mineure du marché de la viande. Donc il y a une place assez restreinte. L'essentiel du marché de la viande, c'est de la viande standard qui ne fait pas partie en tout cas de ces signes de qualité. Donc notamment, là je fais une petite distinction pour l'AOC, qui a un signe de qualité différent, qui n'a pas les mêmes caractéristiques que les autres signes, et notamment que le label rouge. Mais je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que selon des statistiques que j'ai trouvées des années 2004-2005, ça représente 1/1000 de la viande bovine vendue en France. Alors c'est développé pour d'autres types de produits, pour le porc, etc. Mais au niveau de la viande bovine, il y a l'AOC Taureau de Camargue, je crois qu'il y a aussi l'AOC Mézinc. Donc il y a eu les travaux de Nicolas Trift sur ces AOC, mais ça représente une partie très très minoritaire. Le point que je veux faire sur ces signes de qualité, c'est que même si leur but c'est de distinguer des qualités par rapport au tout venant, ils ne mettent pas en place pour autant une singularité forte, mais organisent plutôt, si vous voulez, une continuité entre les différents segments de marché. Donc l'exemple typique, c'est que une viande label rouge peut être vendue en tant que label rouge, mais peut aussi être vendue dans le segment standard. Donc il y a un système de quotas pour assurer une valorisation, un complément de prix, un surplus de prix au niveau de la viande label. Et si les quotas sont atteints, la viande est déclassée donc dans le segment standard. Ça peut aussi passer, cette viande peut être déclassée aussi dans des certifications de conformité produit, CCP, qui ont notamment été utilisées par les marques de distribution, Carrefour, Monoprix, etc., pour mettre en place des CCP, pour alléguer d'une ou deux caractéristiques supérieures. La différence du label rouge, c'est qu'on a une différenciation complète sur un grand nombre de critères. La CCP, qui s'est énormément développée dans la grande distribution, permet de ne mettre en avant qu'une ou deux caractéristiques par rapport à ça. Et donc ce qui est notable, c'est que la CCP est un signe de qualité, mais si vous voulez, entre guillemets, sans jugement de valeur, c'est un peu au rabais, puisqu'il n'y a qu'une ou deux caractéristiques. Mais le fait est que ça représente la très très grande partie de vente de produits, de viande, sous signe de qualité. Donc, donc en fait, ce qu'on voit, c'est que quels que soient ces signes de qualité, ils reposent sur un même mécanisme de standardisation. Donc, tous ces signes de qualité reposent sur la notice technique gros bovin qui permet d'asseoir les différents cahiers des charges. Que ce soit des cahiers des charges label rouge, CCP, etc. Ce sont la définition quasiment unique. Ça représente, donc selon un responsable des signes de qualité, 80% de la définition des produits. Et comme je vous disais, le deuxième point important, c'est la continuité entre les différents segments de marché. Donc au niveau des signes de qualité, ce que je mets en avant ici, c'est que la standardisation prime sur la singularité du produit. Donc si vous voulez, dans ce processus d'industrialisation, on a essayé de mettre en place des niches pour protéger une certaine partie de produits et de territoires, mais cette intégration fait complètement partie du système industriel et fonctionne sur les mêmes principes. Justement, c'est contre ces principes d'industrialisation, contre ces phénomènes et ces processus d'industrialisation, que le mouvement biologique est apparu. Donc là, dans un second temps, je vais vous présenter
l'agriculture biologique comme un mouvement social contestataire qui s'est progressivement institutionnalisé jusqu'à devenir un signe officiel de qualité. Et dans le deuxième temps de cette deuxième partie, je vous présenterai un petit peu la constitution, la structuration du secteur des circuits de la viande bovine biologique. Donc l'idée, c'est qu'on a un mouvement qui s'est construit, un mouvement idéologique essentiellement qui s'est construit en opposition à la modernisation, la rationalisation, l'intensification, mais qui n'arrive pas à s'autonomiser des structures existantes et qui est obligé de reproduire les dispositifs et de s'appuyer sur les acteurs du secteur général de la viande pour pouvoir exister. Donc la tension persistante entre la dimension militante de l'agriculture biologique et son institutionnalisation, sa formalisation dans des règles techniques et économiques, cette tension est un point structurant. Donc je ne vous refais pas toute l'histoire de l'agriculture biologique, simplement quelques mots pour resituer l'apparition de ce qui est au début un mouvement idéologique. Donc l'agriculture biologique en France est inspirée de travaux de corpus de pensée d'Europe. Donc il y a l'Autrichien Rudolf Steiner, l'Anglais Albert Howard, les Suisses Hans et Maria Müller et l'Allemand Peter Rusch. Donc ce qui a notamment influencé le début de l'agriculture biologique en France, c'est Steiner, autour de la biodynamie. Et donc Steiner est le fondateur de l'anthroposophie. Donc ce qui est notable dans ce point-là, c'est la dimension ésotérique du corpus de pensée qui donne naissance à l'agriculture biologique. Donc l'agriculture biologique, ce sont des principes techniques, des principes agronomiques. Donc l'ensemble des fondateurs se rejoignent sur l'idée, si vous voulez, de nourrir le sol. Plutôt que de nourrir les plantes, on nourrit le sol qui à son tour nourrit la plante. Donc on a l'idée d'un cycle agronomique entre le sol, le végétal, l'animal et l'humain. Donc c'est justement la deuxième caractéristique fondatrice de l'agriculture biologique, c'est qu'on n'a pas simplement une conception de l'agriculture, mais on a une vision du monde. Donc comme je vous disais au sujet de Steiner, qui va jusqu'à des visions philosophiques, ésotériques. On a aussi une composante sociale et politique, donc notamment avec les Suisses Müller, qui mettent en avant l'autonomie des producteurs par rapport au reste du secteur. Donc les débuts de l'agriculture biologique en France dans les années 50 se caractérisent par cette importance idéologique, l'éclatement des structures et la faiblesse de ses effectifs. Donc on a un mouvement qui est isolé, qui, en raison de son origine urbaine et intellectuelle, perce peu au niveau des professionnels et des agriculteurs, et qui est aussi battu en brèche par les pouvoirs publics, puisqu'il repose sur une contestation frontale et radicale du modèle de société qui est mis en œuvre dans les années 50 et donc dans la seconde partie du XXe siècle. Alors je passe rapidement sur l'évolution. Donc on a une institutionnalisation de l'agriculture biologique, sur le rassemblement, l'homogénéisation des acteurs biologiques, qui s'accompagne aussi d'une reconnaissance progressive de la part des pouvoirs publics. Donc dans un premier temps, c'est vraiment une reconnaissance symbolique, notamment dans le cadre d'une politique de l'environnement qui a encore une importance très faible donc dans les années 80. Le point clé, c'est justement l'intégration de l'agriculture biologique dans la politique de qualité des produits. Et donc notamment à partir des lois qui font que l'agriculture biologique devient un signe officiel de qualité. Donc là, j'en viens à mon deuxième point de cette deuxième partie sur la structuration de la circulation de la viande bovine. Donc l'idée de ce premier point, c'était de montrer que on a un mouvement contestataire qui intègre finalement le secteur plus général de l'agriculture. Et ça se reconfirme, ça se traduit également dans le niveau économique, dans le sens où les acteurs biologiques, et notamment les agriculteurs biologiques, cherchent à mettre en place des circuits, un espace autonome pour valoriser l'agriculture biologique, pour la sortir de cet espace de comparaison avec la viande dans son ensemble, mais échouent à cela. Donc les agriculteurs biologiques se regroupent dans des groupements de producteurs, dans des coopératives. En raison de la faiblesse des effectifs, ils ont du mal à rester autonomes et donc on a des tentatives de structuration autonome dans les années 90. Le résultat, c'est qu'il y a des groupements biologiques, mais que
il s'appuie largement sur les coopératives non biologiques qui existent depuis plus longtemps et qui sont vraiment les acteurs structurants de la mise en marché des animaux. Alors de même au niveau de l'abattage et de la transformation, l'agriculture biologique n'a pas réussi à prendre des distances, à s'autonomiser, et elle reste largement dépendante des acteurs du secteur de la viande en général. Donc on a les acteurs dominants de l'industrie de la transformation, qui constituent un oligopole, ils sont 3 ou 4, avec notamment Socopa, Bigard, qui ont une implication très faible dans l'agriculture biologique. Donc ils font de la viande biologique pour rajouter une gamme à leur offre, mais sans s'impliquer dans le développement de ce secteur, du secteur biologique. Les industriels de la transformation de taille moyenne, de manière stratégique, investissent l'agriculture biologique pour se dégager de la concurrence frontale qui les oppose à ces grands acteurs dominants. Et enfin, je montre dans ma thèse un petit peu la difficulté, la gageure que constitue la volonté de faire des industriels de la transformation, des transformateurs 100% biologiques. Donc, il en existe, mais sont de taille très restreinte et ont vraiment une existence assez du mal à atteindre leur pérennité. Alors, un mot bref sur ce qui est aujourd'hui le secteur de la viande, et qui montre bien, si vous voulez, le secteur de la viande biologique, pardon, et qui montre bien cette ambiguïté entre secteur de la viande et agriculture biologique, c'est la structuration du marché de la viande biologique autour d'UNEBIO. Donc UNEBIO est une structure nationale, c'est le regroupement national des groupements régionaux de producteurs biologiques. Elle travaille en partenariat avec un Terrena Viande, qui est donc un de ces industriels dominants du secteur de la transformation, et a commencé son activité avec le distributeur Auchan. Maintenant, elle travaille avec énormément de distributeurs, Carrefour, Casino, etc. Donc l'idée, c'est que la viande biologique aujourd'hui existe grâce à ce partenariat avec des acteurs généralistes du secteur de la viande. Et ce qu'on montre bien, ce que j'essaie de montrer, c'est que UNEBIO a une position paradoxale, dans le sens où il est faible, minoritaire dans le secteur de la viande, mais il est largement dominant dans le secteur de la viande biologique. Et donc il est aussi l'objet de controverses entre une partie des acteurs biologiques qui lui reprochent cet engagement avec les acteurs dominants du secteur généraliste. Et voilà, donc on a une position un petit peu complexe, et qui est à l'image, si vous voulez, du statut singulier de la viande biologique. Donc là, j'en viens à mon dernier point, pour essayer de voir un petit peu comment la viande biologique comment les acteurs du monde biologique essayent de porter une définition alternative de la viande biologique. Donc, dans un premier temps, je vous montrerai que cette définition de la viande biologique s'inscrit dans une conception holiste de la nature, de l'agriculture et de la qualité de la viande. Et dans un second point, je vous présenterai comment une partie des acteurs biologiques essayent de mettre en place une valorisation différente de la viande biologique par des circuits différents, et notamment par exemple de la viande directe. Alors un point qui est important concernant le statut de la viande dans le monde biologique, c'est sa position controversée. Donc le monde biologique se caractérise par l'importance des mouvements écologistes et notamment du végétarisme. Donc on a une position complexe du monde biologique par rapport à la mise à mort des animaux. Cela s'explique notamment par cette conception holiste dans laquelle l'animal fait partie d'un cycle, donc comme je vous disais, entre le sol, le végétal, l'animal et l'humain. Donc l'idée, c'est que les acteurs biologiques décalent un petit peu les critères valorisés de la viande, et donc à partir des animaux, c'est-à-dire ils s'orientent d'abord sur des races mixtes ou rustiques. Donc quand ils font la production de lait, ils ne travaillent pas avec des Holstein, mais avec des races comme par exemple les races normandes qui permettent à la fois de produire du lait et de la viande. Et quand ils sont des éleveurs de races à viande, ils ne travaillent pas avec des blondes d'Aquitaine, mais plutôt avec des races rustiques qui sont moins exigeantes en alimentation. Donc le second point, c'est que le cahier des charges biologique met en avant uniquement la dimension environnementale. Donc la viande biologique n'est pas définie en elle-même.
il n'y a aucune caractéristique qui porte sur le produit final, mais uniquement sur la dimension environnementale de son mode de production. Donc, le secteur biologique ne peut faire aucune allégation concernant la qualité organoleptique, nutritionnelle, sanitaire, etc. Donc, justement, ces acteurs biologiques, une partie des acteurs biologiques, cherchent à élargir cette définition de la viande. Et donc, dans le même mouvement, avec des circuits comme la vente directe, on essaye de valoriser différemment les caractéristiques des animaux biologiques, donc en essayant de contourner les classifications des carcasses, et également au niveau de la définition des morceaux de viande. Donc là, avec ce qu'on retrouve dans les circuits courts, des morceaux qui sont sous vide, qui sont en colis, etc., et qui portent, si vous voulez, un autre modèle de consommation. Donc pour conclure, on observe de la production jusqu'à la consommation, au niveau de la viande biologique, cette existence paradoxale entre l'industrie de la viande et le mouvement biologique. Merci. Merci beaucoup et désolé de vous avoir pressé un petit peu pour la fin parce qu'on a pris du retard. Je pense qu'on va laisser une question urgente peut-être pour l'ensemble de la salle s'il y en a une. Non ? Alors moi j'en ai une petite. C'est est-ce qu'on connaît la part de la viande bovine biologique par rapport à la viande biologique en général, sachant que je pense que dans les secteurs de distribution indirecte type supermarché, c'est plus la volaille qui prend la part de cette partie viande bio en général et en restauration collective également. Alors j'ai pas le chiffre en tête, mais donc sur la part de la viande bovine par rapport à l'ensemble des autres viandes. Ouais. Alors effectivement, peut-être comme vous le dites, ça dépend des circuits de commercialisation. D'accord. Okay. Bon, merci. Donc je vais laisser la parole aux organisateurs du congrès pour la dernière partie. À Madeleine, voilà. Bien, je vais tenter de faire les conclusions, c'est-à-dire d'obéir au conseil que nous donnait hier Monsieur Popla, qui nous rappelait Platon. Platon qui disait qu'un bon historien, quand il construit son discours, il doit faire comme l'écuyer tranchant en quelque sorte, il doit savoir bien découper le poulet et surtout trouver les articulations. Alors là, je me trouve devant un poulet tellement beau, tellement fermier, avec des articulations tellement résistantes, que j'ai un petit peu peur de s'agater le travail, comme on dit dans les boucheries méridionales que je connais bien. Alors si vous ne voulez pas prendre trop de risques, j'ai décidé finalement de suivre la grille de l'appel d'offres, comme ça moi je risquerai peut-être moins. Donc le thème d'abord qui nous était proposé est la fabrique de la viande et ses représentations sans limitation dans le temps ni dans l'espace. Et là, on se dit que c'est un sujet ambitieux et sans doute un petit peu trop ambitieux, même si, on l'a bien compris, Bruno Loriot nous l'a rappelé, il s'agissait d'être fidèle à la tradition des collègues de l'IEHCA qui pratiquent tous la perspective transverse et transdisciplinaire. Cependant, est-ce qu'une telle amplitude thématique, est-ce qu'une telle ouverture disciplinaire se justifiait? Effectivement, il s'agit de la viande. Et la viande, on l'aborde par les mots, on va souvent aborder par les mots, on y reviendra. Et c'est vrai que les mots dépaissent l'animal avant même le boucher. Il l'écorche, il le démembre, et puis parfois il regroupe les morceaux dans des catégories complètement artificielles. La viande blanche, la viande de lait, on voit bien comment ces expressions transgressent toutes les espèces, enfin beaucoup d'espèces animales. Le langage usuel malmène donc toutes les catégories naturalistes, il abolit les frontières entre les espèces, et même dans le cas du cochon de lait qu'on nous a rappelé à plusieurs reprises, on se demande si la frontière entre culture et élevage elle-même n'est pas menacée. Par là,
Les mots nous montrent tout de suite qu'on est au cœur d'une construction culturelle vraiment très, très complexe. Et nous le savons, une construction culturelle, ça ne peut s'évaluer que dans le temps long et que dans un espace, des espaces à la fois très larges et très différenciés. Donc nous voilà à l'issue de ce colloque ayant accompli un long périple à travers tous les âges chronologiques, de l'âge de bronze jusqu'à aujourd'hui, ce matin. Et nous nous sommes promenés aussi dans des espaces assez vastes, dans la vieille Europe depuis les plaines de Pannonie ou la Pologne jusqu'à l'Islande, et je crois même que tous les continents à peu près ont été abordés plus ou moins. Je pense à l'Afrique, bien entendu, de l'Égypte ancienne à l'Afrique du Nord aujourd'hui. Je pense à l'Amérique, où on a vu des résultats archéologiques sur le site de Montréal. Et même l'Asie, avec cette identité chrétienne carnivore qui tente de s'affirmer au XVIIe siècle face au bouddhisme et à son végétarisme. Alors, avant de venir ici, je m'étais un petit peu focalisée sur cette notion de chaîne, parce que la fabrique de la viande, c'est une longue filière qui va du pré à l'étal. Et je me disais, mais voyons, les contributions, elles vont se centrer, se consacrer à quel segment de la filière? Il va y avoir ceux peut-être qui vont parler d'abord, avant tout, du segment amont, c'est-à-dire de l'élevage et de la bête sur pied, et puis ceux ou celles qui se consacreront plutôt aux phases centrales d'abattage et de découpe. C'était bien sûr une vision simpliste, sans doute économiste, n'est-ce pas, qui segmente le circuit entre production, transformation, distribution. Je dois dire que dans un premier temps, la conférence inaugurale, avec son érudition étourdissante, m'a d'abord rassurée. Oui, les binômes de désignation de la viande individualisent bien deux secteurs, puisqu'on trouve un nom pour le bétail sur pied, donc tout ce qui concerne l'élevage, et un nom pour la viande, donc tout ce qui concerne la boucherie. Mais la suite de nos débats a montré que la question était beaucoup plus complexe et que le travail de féminisation allait très loin, et d'ailleurs, il ne s'arrêtait pas. Noé Livial, je crois, a eu raison hier d'attirer notre attention sur ce syntagme de viande sur pied. Viande sur pied, mais enfin quel oxymore effroyable. De quoi parle-t-on, un mort qui tient debout. Mais ça a le mérite, ce langage courant, de nous renvoyer à la façon dont nous pensons la filière. Finalement, nous la pensons comme quelque chose d'unique et tout entière dirigée vers le but final qui est notre satisfaction à nous, consommateurs carnivores. Donc, dans notre représentation actuelle, c'est vrai qu'il y a un seul et même circuit, et ceux que je voyais comme deux catégories distinctes sont en fait insécables. Ça justifie pleinement le thème choisi. Ce qui le justifie aussi, l'autre justification, elle est fournie par les communications elles-mêmes, puisque la plupart d'entre elles, à ma grande surprise, ne couvrent pas un segment dans la chaîne, mais deux, voire trois, quand elles articulent la production à la boucherie et la boucherie aux représentations de la viande. Deux choses m'ont frappé. D'abord, l'invention documentaire, qui permet d'éclairer la viande à partir de sources très diverses, et puis d'autre part, ce que je peux dire, une obstination des chercheurs, mais une obstination bienvenue, à aller jusqu'au bout de leurs informations, à faire parler leurs sources, et quand elles ont tout dit, de les confronter éventuellement avec des sources de nature différentes, de façon à essayer d'appréhender la fabrique de la viande le plus largement possible vers l'amont de la viande ou vers l'aval. Alors, il y a d'abord l'approche archéologique. Je savais, ayant lu M. Popelin avant de faire sa connaissance, que l'os forme la viande et qu'il nous informe à nous. Mais je ne savais pas qu'il informait tant, moi qui suis un petit peu béotienne. Et je me suis rendu compte, grâce à cette méthode nouvelle et éprouvée qu'on appelle la méthode Horard-Herbin, qu'avec les analyses isotopiques et bientôt l'analyse ADN, le répertoire des données archéozoologiques s'agrandit et qu'on peut maintenant poser aux vestiges osseux des questions qu'on
qui était impensable sans doute il y a 10, a fortiori 20 ans. Non seulement qu'on peut les poser, mais qu'on peut obtenir des réponses, ce qui est bien plus important. Donc, cet enrichissement des méthodes d'investigation et cet enrichissement aussi du corpus documentaire, parce que les études portent sur des corpus impressionnants. 19 000 vestiges à Coran, 195 000 vestiges bourguignons, de la Tène finale au Bas-Empire, 17 800 restes osseux de cochons qu'on a pu analyser pour mesurer toute l'évolution morphologique. L'importance de toutes ces données ostéométriques fait qu'on se dit que quand on raisonne sur de tels corpus, on aboutit quand même à des conclusions plus assurées. Et cela permet même des comparaisons qui font surgir des phénomènes plus originaux, comme par exemple les fosses à moutons. Donc, je trouve que les archéologues, les archéozoologues sont bien placés pour essayer de reconstituer la filière dans sa plus grande longueur, puisque les restes osseux leur donnent des renseignements à la fois sur les pratiques liées à notre alimentation, à nous, le choix des animaux, le choix des morceaux, la découpe, et sur la conduite des troupeaux, la composition et les modes de gestion des troupeaux. Cependant, si je passe maintenant aux historiens classiques dont je fais partie, je dois dire qu'à ce jeu-là, je veux dire parcourir la filière sur sa plus grande longueur, les historiens ne sont pas malhabiles non plus. Parfois, il y a de vrais bonheurs documentaires. Je pense en particulier à toute la réglementation parisienne sur la boucherie depuis le Moyen-Âge. Je pense aussi au fonds vénitien sur la boucherie. Mais le plus souvent, on dispose de documentation courte et alors on fait ce qu'on sait faire, on cherche d'autres sources, on les confronte et on les croise. On appelle au secours aussi l'iconographie ou les sceaux. Jusqu'à hier soir, il y avait quelque chose que nous avions relevé, Bruno et moi, c'est qu'on faisait peu appel aux comptabilités, sinon dans la première intervention relative à l'Égypte, où la comptabilité pharaonique permettait de venir à la rescousse des images rituelles. Et donc on s'étonnait, et puis ce matin nous voilà complètement rassurés, parce qu'il y a une belle collecte de comptabilité curiale et monastique catalane, comptabilité des troupeaux tunisiens. Dernier rapport est tout à fait intéressant, c'est de ceux qui travaillent sur la viande, sur le circuit de la viande aujourd'hui, qu'ils soient géographes, économistes, ethnologues ou professionnels. Et ça nous vaut par exemple toute une série d'entretiens oraux de type sociologique ou d'études sur les opérateurs actuels de la filière viande ou des acteurs à venir, je pense à la formation des apprentis. Et ces contributions sont intéressantes parce qu'elles nous poussent, nous les historiens, vers des problématiques que nous ignorions et qui nous stimulent. Par exemple, la question de la découpe à la parisienne, il faudra y revenir. Donc avec la viande, je crois qu'on a une construction culturelle avec deux variables. D'un côté, il y a l'homme avec les désirs, ses attentes de carnivore, les savoirs zootechniques ou l'ignorance zootechnique des éleveurs, les savoirs ou les pertes de savoir du boucher. Et de l'autre côté, il y a l'animal où la marque de l'homme s'imprime si fort qu'il est capable de le faire évoluer dans la hauteur au garrot, dans la longueur des os, dans le poids, partout. Or, ces deux variables sont complètement variables parce que l'homme, le carnivore éternel, ça n'existe pas. Le goût de la viande, on l'a montré, est vraiment à géométrie très variable. Il est à étudier, sinon individu par individu, culture après culture. Et à cet égard, une notion reçue comme la notion de culture judéo-chrétienne, on se rend compte qu'elle n'est pas du tout opérante. De la même façon, il y a peu de rapport entre la vache gauloise telle qu'on nous la décrit, si petite, et Madonna. Je précise Madonna, au temps où je m'intéressais à la boucherie, j'étais au salon de l'agriculture, et le premier prix, c'était Madonna, 1800 kilos, autant que je me souvienne. Bon. Donc, dans la fabrique de la viande, vous n'alliez pas imaginer autre chose. Bon. Dans la fabrique de la viande, les paramètres sont très nombreux, et les combinaisons sont tellement multiples
que finalement chaque cas est étudié ici dans les 32 contributions. Chaque cas présente une configuration originale, non reproductible, mais toutefois comparable à d'autres, ce qui permet de faire surgir des problématiques communes. Et c'est là que je vais suivre le cahier des charges avec la problématique telle qu'on nous l'a proposée. D'abord, les systèmes d'élevage. Premier point, question de la sélection. Essentiel. Sélection, oui, mais selon quels critères? Alors, l'idée reçue pour les périodes plus anciennes, c'est que seul le porc était un animal bouché, et puis tous les autres étaient des animaux à double faim, comme on disait sous l'Ancien Régime, ou même à triple faim. Je pense par exemple aux moutons qui fournissent à la fois la viande, le lait et la laine. Alors, à cet égard, les communications ont donné des réponses très contrastées qui parfois allaient dans ce sens, et puis qui parfois aussi nuançaient fortement le propos. Je pense à ce qu'on a entendu sur les ovins de Catalogne, mais aussi je pense à l'époque romaine où on repère quand même des élevages qui sont dirigés vers la boucherie assez tôt. Là, l'approche archéologique est irremplaçable, notamment quand elle décrit l'évolution morphologique du cochon ou du bœuf, et on se rend compte combien ces études fines des phénomènes de croissance et de décroissance dans le temps long, de l'époque pré-romaine jusqu'au début du Moyen-Âge, permettent de comprendre les finalités de l'élevage. Et là, on nous a bien montré comment l'âge des sujets à l'abattage suggère fortement, sur le long terme, une réorientation de l'élevage, avec des bœufs qui, à l'époque romaine, sont abattus plus vieux, ce qui suggère très fortement que ce sont des bœufs de réforme destinés avant tout au travail, et au contraire, des cochons abattus plus jeunes, donc une orientation bouchère tout à fait accentuée. Donc, ça va dans le sens de ce qu'on savait déjà, je crois, mais avec à la clé proposition de nouveaux modèles explicatifs. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on nous disait la croissance des bœufs, c'est dû à l'introduction du modèle économique romain. Et en fait, à l'issue de nos travaux, on se demande, on nous a montré que cette croissance s'était amorcée dès l'Athènes moyenne, qu'elle n'a fait que s'accélérer au temps romain, et que c'est sans doute moins par l'importation des talons italiens que par l'appropriation par les éleveurs gaulois de savoirs zootechniques romains, et d'adaptation à une nouvelle demande, en particulier celle des villes, que peut-être ce phénomène s'est déclenché. Troisième point, la composition des troupeaux. On l'a bien abordé ce matin et c'était intéressant parce qu'on se rend compte qu'il ne faut pas raisonner simplement sur des chiffres et aussi sur des étiquettes très globales. Les ovins, qu'est-ce que ça veut dire, les ovins? Non, il faut voir à l'intérieur du troupeau des bêtes qui ont des vocations différentes et qui appartiennent aussi à des races différentes. Quatrième point, l'alimentation du bétail. Vraie question. Vraie question qu'on peut aborder à nouveau frais, puisque les archéozoologues nous disent qu'avec l'émail des dents, eh bien, on peut tout savoir sur les diètes des animaux, s'ils sont partis en transhumance ou pas. Alors, la nourriture du bétail, c'est un souci d'aujourd'hui, comme nous l'a amplement montré Olivier Echeverria, puisque le porc basque mange de l'herbe, des glands, des faines, et que nous, consommateurs, nous mangeons du paysage basque. Alors tout cela très très végétalisé, ce qui me trouble beaucoup pour différentes raisons, et en particulier parce que j'avais appris petite à l'école que le cochon était omnivore, et maintenant il ne mange que du végétal. La nourriture du bétail, ce n'est pas simplement un souci d'aujourd'hui, c'était un souci d'hier, et j'ai toujours été frappée de voir comment ce principe d'incorporation cher aux anthropologues était omniprésent dans les cultures anciennes. Je suis ce que je mange et je suis ce que l'animal que je mange mange.
Alors, on pourrait reprendre ça à travers une série de communications qui ont évoqué ce problème. Je pense des ports de Paris à la fin du Moyen-Âge. On se méfie des ports de Barbier, de Maréchal Ferrand ou même de Lépreux. On pourrait le reprendre aussi en voyant dans tout ce circuit qui amène les bêtes vers les grandes villes, la recherche par les bouchers dans les espaces périurbains de pâturage de qualité, et combien cette recherche devient de plus en plus difficile avec l'étalage urbain. Alors la production d'aujourd'hui. Je crois qu'un des intérêts de ce colloque, c'est que, tout le monde le sait, on est dans une phase qui n'est pas bonne pour la viande. Il y a une remise en cause complète de la place de la viande dans notre système alimentaire. Or, on ne s'est jamais attardé sur ces aspects de cette remise en cause, et en particulier ce matin, on a essayé de voir quelles étaient les réponses qu'apportait la filière à cette stratégie et à cette remise en cause de la viande pour essayer de surmonter ces problèmes. Et donc, on a pu voir ce matin un beau panel de stratégies mises en place qui toutes s'appuient sur certains caractères d'authenticité, de retour à l'idée d'origine identifiable. Alors, tous ces systèmes de réassurance, on les a passés en revue. Je pense à la première modalité qu'on nous a décrite à propos du porc à la robe pie noire et aux grandes oreilles, avec différentes réassurances, le retour à un génotype plus rustique, le retour à un élevage traditionnel, le retour à une alimentation jugée plus saine, et en même temps le retour vers le futur avec des arguments marketing qui est manger du paysage, hein, le lien avec le paysage et la viande, qui n'est pas uniquement un argument marketing. Je crois que le géographe avait bien raison d'insister sur le fait que le paysage, ça participe aussi à la fabrique de la viande. Autre système de réassurance dont on nous a parlé ou montré par des posters, c'est tous les systèmes de certification et de labellisation, notamment dans le marché de la viande ovine. Et enfin, dernièrement, tout ce que la viande biologique peut apporter, tout ce que le principe de nourriture biologique peut apporter à la viande pour rassurer en quelque sorte le consommateur. Alors, l'autre thème proposé, c'était celui de l'abattage et de la découpe. Premier point, cycle de l'abattage. Il y a du nouveau quand même, parce que moi qui étais restée avec l'idée de l'abattage saisonnier, notamment pour le cochon, il y a à Levroux, en Berry gaulois, quelque chose de tout à fait étonnant, puisqu'on voit des naissances de petits cochons étalées sur 6 à 7 mois, et un abattage qui n'est pas saisonnier, mais qui se fait uniquement en fonction de l'âge et du poids. C'est-à-dire que le porc qu'on abat, ils ont tous entre 22 et 24 mois. Alors, ça permet donc une régularité de l'abattage beaucoup plus longue, pas concentrée sur 2 mois, mais beaucoup plus, 7 voire 10 mois. Et ça, un lissage comme ça de l'approvisionnement, moi j'en ai jamais vu sous l'Ancien Régime. Il faut attendre le 19e siècle, le début du 19e siècle à Paris, pour voir le passage dans l'approvisionnement porcin d'un approvisionnement saisonnier, décembre-janvier, à un approvisionnement beaucoup plus lissé sur toute la période. Donc, c'est quand même intéressant, et il faudrait savoir si on peut vraiment entériner le cas Levroux, et s'il y a d'autres exemples. Alors, les techniques d'abattage, bien entendu, on ne peut pas les étudier si on ne les remet pas dans des contextes qui sont différents, selon qu'il s'agit d'abattage familial, d'abattage religieux ou d'abattage professionnel. Un des problèmes quand même qui ont surgi, c'est que pour les périodes anciennes, qu'il s'agisse de l'Égypte, de la Grèce ou de Rome, abattage religieux et abattage profane tendent à se confondre.
Et là, comme on connaît surtout la boucherie rituelle, on se pose la question, est-ce que toutes les techniques de boucherie rituelle sont transposables dans le domaine de la boucherie profane? Et même, est-ce qu'il existe une boucherie profane? On nous a rappelé à ce propos la thèse de John Sheed, qui est sans doute trop péremptoire. En tout cas, plusieurs intervenants, à la suite de Christophe Badel, nous ont invités à revoir ce dossier et à voir comment s'opère l'articulation entre sacrifice et viande consommée. Je crois que sur ce point, nos travaux ont permis de faire progresser la réflexion. L'organisation spatiale de la boucherie. C'est le troisième point. En gros, pour aller vite, on a l'impression qu'on est devant deux modèles. Le premier modèle, c'est le modèle antique, avec ses sites gallo-romains qui nous livrent des traces de deux activités qui sont jointes. Le travail d'abattage et d'écorcherie et le travail de découpe primaire se font sur le même lieu. C'est ce qu'on retrouve aussi au cœur du pays Arverne, à Coran, où finalement on a ce phénomène d'acculturation extraordinaire, une boucherie qui ressemble tout à fait au macellum de Pompéi, n'est-ce pas? Alors, c'est un phénomène de longue durée qui traverse le Moyen-Âge et l'époque moderne. Et puis le second modèle, que j'appellerai faute de mieux pour l'instant modèle napoléonien, c'est le modèle de dissociation des deux espaces à partir du moment où on exile les abattoirs à la périphérie de la ville. Mais là, tout de suite, et c'est intéressant, entrent en jeu des spécificités régionales et des décalages chronologiques. Parce qu'il y a l'Italie, il y a Venise, où on nous dit que Venise a délocalisé ses abattoirs vers la lagune après la Grande Peste, et que Venise n'est pas un cas précoce dans les boucheries italiennes, que c'est peut-être même un cas tardif. Il y a là un décalage, un gap énorme que je trouve par rapport aux boucheries françaises. Alors on arrive au troisième point crucial, qui est quand même les métiers de la viande et de la boucherie. Le boucher, acteur clé, envisagé à la fois à travers ses fonctions, son statut, son image. Je me contenterai ici de ses fonctions, de ses activités et de la place que tiennent dans la filière les activités du boucher. Est-ce qu'il contrôle toute la filière? Est-ce qu'il contrôle simplement un segment? Est-ce que c'est un marchand en gros, un marchand en détail? Est-ce que c'est un artisan? Tous ces problèmes ont été soulevés. Et là, on se rend compte aussi, pour simplifier, qu'il y a deux modèles. D'abord, le premier modèle, c'est celui du contrôle de la filière pratiquement tout du long. Le boucher de la boucherie parisienne à la fin du Moyen-Âge, son rôle est de tuer, tailler et vendre cher. C'est le même rôle qu'on trouve dans les villes d'Ancien Régime. Donc, il y a un modèle, si on peut dire, enfin en employant un ancien mot, de concentration verticale. Il faudrait savoir si à cette concentration verticale s'ajoute pas, ce que j'observe, moi, me semble-t-il, dans certains cas dans la période moderne, un phénomène de concentration horizontale. C'est-à-dire que le boucher vend la viande, sa femme a le monopole des tripes, il vend aussi le suif, et en carême, c'est lui qui est chargé de vendre le poisson. Donc, c'est un fournisseur de protéines animales globalement. Alors, le deuxième modèle, c'est le modèle issu de la dissociation napoléonienne, à partir du moment où on exile et où on occulte les abattoirs, et là, le circuit d'échange se transforme complètement. Alors, hier après-midi, on a une série d'interventions très intéressantes qui nous ont montré comment la place du boucher, l'intervention du boucher sur cette filière, s'est peu à peu réduite pour être poussée plutôt vers le bas de la filière. Alors en amont, il y a plusieurs concurrents qui l'ont évincé petit à petit. Le garçon d'abattoir d'abord, après le chevillard,
le chevillard qui se charge à ce moment-là, à partir du 19e, de la médiation avec le producteur, et puis le vétérinaire qui, lui, enlève l'expertise de la viande. Ça, c'est une substitution plus tardive qui se fait après 1866, et non sans résistance d'ailleurs de la part des bouchers. Je me souviens d'une phrase que vous citiez dans un de vos articles, Monsieur Le Theu. C'était un boucher en 1888 qui s'insurge contre ce monopole revendiqué par les vétérinaires et qui dit je n'ai pas besoin de microscope ou de télescope pour voir si ma viande est malade ou si elle est bonne. Alors ce mouvement ne fait que s'accentuer, on s'en rend compte avec ce qu'on nous a dit sur la formation actuelle au métier. La découpe, il n'y a plus que la découpe sur l'os. Et puis la chaîne du froid fait qu'il n'est plus maître de la maturation de la viande. D'ailleurs, sur cette finition de la viande, qui est une question très très importante, on a eu une intervention très intéressante, très documentée, qui suggère qu'il y a eu 3 temps justement dans cette finition bouchère. Un temps où le boucher ne s'en soucie pas puisqu'il est obligé de vendre la viande, je ne sais pas si on dit fraîche ou chaude, là, quand il faut la vendre tout de suite après l'abattage. Hein. Comment? Ah oui, vite fait, oui. Fast quoi? Bon. Mais avec quand même une petite nuance, attention. Hein. Les règlements de boucherie ne nous donnent pas des DLC, des dates limites de consommation. Ils nous donnent uniquement des dates limites de viande. Ensuite, on ne sait pas ce que devient la viande une fois achetée par les particuliers. Peut-être qu'ils la suspendent au croc dans leur office et que c'est eux-mêmes qui se chargent du travail de finition et de maturation. Ce qui est certain, c'est que second temps, à partir du 19e, on voit que la finition se fait quand même au crochet du boucher. C'est lui qui s'en charge complètement. Et puis, troisième temps, la phase dans laquelle nous sommes, avec l'impact de la chaîne du froid, où petit à petit le boucher est dépossédé, et nous aussi, consommateurs, on en souffre, hein, et plus de viande racise, moins de viande racise. Finalement, quand la boucherie a été classée comme branche du commerce dans la nomenclature du début du 19e, on pouvait se dire qu'à ce moment-là, ça ne correspondait pas tout à fait à l'activité du boucher. Sauf que cette nomenclature, elle correspond maintenant tout à fait à l'activité bouchère, qui est avant tout une activité de revendeur. D'où la question très pertinente que Jean-Pierre Villot a posée aux professionnels en leur demandant « mais qu'est-ce qui fait filière aujourd'hui ?» Et leur réponse, c'est ce qui fait filière, c'est qu'il y a une interprofessionnelle qui couvre toute la filière, de la fourche à la fourchette, et dont les préoccupations, par exemple en matière de sécurité sanitaire, sont partagées par l'ensemble des acteurs de la filière. Alors bien entendu, le schéma d'évolution générale, il est tellement simple et simpliste qu'il faut forcément le moduler, qu'il faudrait aller voir du côté des petites villes qui ont gardé plus longtemps des tueries particulières, où le boucher est resté plus longtemps impliqué dans des activités d'abattage. Il faut aller voir du côté de ces bouchers marchands dont on nous en a parlé, qui ont continué à les choisir leurs bêtes, même s'ils ne les abattaient plus. Et puis il faudrait quand même s'intéresser à la figure du boucher rural. Il y a un texte de Giono que j'adore, il nous parle du boucher de Vachères. Vachères, c'est un petit bourg des Alpes de Haute-Provence maintenant, dans les années 40. Et cette Onufre, c'est son nom, c'est un boucher d'Ancien Régime. Il va à la foire choisir ses bêtes, il les abat lui-même en chantant des chansons spécialisées pour l'abattage, il fait la découpe, bien sûr, et parfois, quand la viande est malade, il la traite lui-même. Et il y a un passage extraordinaire où on voit ce boucher qui pétrit sa viande avec le sel, tout en chantant une chanson spécialisée à vertu thérapeutique pour faire en sorte que la maladie s'éloigne de la viande. Alors, on en vient maintenant à la question de la découpe, et de la découpe parisienne. Tellement évidente pour les hommes
est tellement intrigante pour les autres dont je suis. Quand on me dit découper à la parisienne, c'est passer le couteau dans le vide. Alors, on sait maintenant que c'est une découpe minoritaire, mais on peut se poser la question, quand est-ce qu'elle a émergé? Eh bien, j'ai une piste à vous proposer. Et une piste parisienne, forcément, puisque je pense que le vrai travail de boucherie, c'est le travail du bœuf. Donc, il faut être dans une ère culturelle, une ère du bœuf, et pas dans une ère ovine, pour que le travail du boucher puisse se développer. Et il faudrait aller voir d'un côté qui n'a pas été évoqué, c'est le côté du système de vente. Au Moyen-Âge ou à l'époque moderne, il y a deux systèmes. Système méridional que je connais, très municipalisé, où c'est le système du prix unique, un même prix pour chaque espèce. Tandis que dans le nord de la France, à Paris, il y a un système de vente beaucoup moins encadré et beaucoup plus libre. Alors, quand vous êtes dans une boucherie où la viande de bœuf est uniformément à 4 sous, qu'est-ce qui se passe? Le boucher ne va pas donner à l'un, premier chaland, 1 livre de filet, et à l'autre qui vient après, pour le même prix, 1 livre de collier. Non. Il fait une débite absolument grossière. Vous allez avoir, je dis n'importe quoi, Monsieur Poplin, parce que du point de vue anatomique, ça n'a peut-être pas de sens. Hein. Bon, enfin, je dis un morceau, vous allez avoir à la fois un bout de filet, le même morceau, hein, un bout de haute côtelette, je ne sais pas, ou du collier, et puis en surpoids, en souquet, comme on dit, on va vous donner un morceau de mâchoire avec 3 dents, par exemple. Hein. Donc, je veux dire que tant que subsiste ce système du prix unique, les bouchers n'ont aucun intérêt à privilégier une découpe anatomique. Il faut, me semble-t-il, que l'idéologie du juste prix hérité de l'économie morale du Moyen-Âge laisse la place à des conceptions plus libérales qui mettent au premier plan la demande des consommateurs, c'est-à-dire consommateurs urbains, consommateurs aisés, consommateurs exigeants, pour que le boucher est libre à ce moment-là de choisir ses bêtes, libre de faire payer la viande le prix qu'il veut, et l'idée de donner une forme, la forme la plus belle possible, à des morceaux nettement différenciés. Alors, quand est-ce que ça s'est produit? À titre provisoire, très provisoire, je dirais Paris, deuxième moitié du XVIIIe siècle. Je n'ai pas vu la découpe de la viande parisienne s'installer, mais j'ai vu l'impact en amont. Parce que dans les zones où les bouchers méridionaux ont l'habitude de s'approvisionner dans les foires du Massif central, ils vont commencer à rencontrer la concurrence des bouchers parisiens. Et les bouchers parisiens, systématiquement, choisissent les plus belles bêtes. Et pour les boucheries municipalisées du Midi, il reste ce qui reste. Et à ce moment-là, les boucheries du Midi entrent en crise. Donc je crois qu'au XVIIIe siècle, c'est vraiment le moment où la boucherie parisienne se pose en modèle d'excellence, à la fois dans la découpe et dans la qualité des viandes. Alors il y a l'autre découpe, pas la découpe primaire, mais la découpe de l'écuyer tranchant. Là, on est là quand même dans une sphère complètement différente, il faut l'évoquer, c'est très important. C'est complètement différent, d'abord parce que c'est beaucoup plus noble, par la qualité de celui qui opère, et qui regarde avec mépris d'ailleurs les bouchers, et puis par la qualité même de la viande cuite. Hein, et regardez que les modèles de l'écuyer tranchant, le modèle c'est une volaille, c'est un paon, et c'est pas du tout le bœuf comme dans la boucherie. Alors, dernier point, le choix et la classification de la viande. On nous proposait à la réflexion bas morceaux et morceaux de choix. Et on a abordé ici la question par la question des prix, avec l'inscription agoranomique du Pirée, qui nous montre que la matrice de truie est le morceau le plus apprécié dans tous les sens du terme. Et on se demande pourquoi. Ce n'est pas lié à la valeur gustative, ce n'est pas lié à la valeur médicale. Et ça nous plonge au cœur
d'une problématique, c'est comment un prix se forme, et on sait très bien, depuis les études de Flandrin, c'est toujours plurifactoriel, n'est-ce pas? Et on peut penser, j'ai pensé que sa valeur peut venir simplement de sa forme. En voyant l'image que vous aviez projetée, Monsieur Robineau, ça m'a fait songer, excusez-moi, du parallèle à la sèche à la sétoise que j'adore, qui est farcie de viande, hein, et qui, pour cette raison, parce qu'elle fait poche, a une grande valeur culinaire. Et cette valeur culinaire ne peut être que accentuée dans des cultures où on valorise les hachis. Donc, je pense que qu'est-ce qui fait la qualité de la viande, qu'est-ce qui fait son prix? On ne peut pas répondre sans faire référence, comme on l'a fait, à plusieurs discours et à plusieurs hiérarchies médicales, morales, religieuses, sans oublier ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'il peut avoir une sphère gastronomique et une hiérarchie gastronomique indépendante des autres hiérarchies. C'est ce qu'on a vu à Rome, où il y a une sphère gastronomique qui se constitue et qui est parfaitement autonome par rapport aux autres enjeux, par exemple aux enjeux religieux. Donc, je pense que toute cette notion de ce qu'on appelle un peu hâtivement les bas morceaux est à revoir. Et si on n'en était pas convaincu, il n'y a qu'à se souvenir de ce qu'on nous a proposé au repas d'hier soir, c'est-à-dire ces joues de bœuf, pour se dire qu'il faut vraiment remettre en question cette notion. Autre point, la viande alicament. C'était au cœur de la communication d'Emmanuel Raga, qui nous montre comment le jeu des discours et des différentes hiérarchies pose la question de savoir comment la viande a acquis son statut de médicament dans la diète des moines du Moyen Âge. Et à cette question de la promotion de la viande au Moyen Âge, elle apporte une réponse que j'ai trouvée originale et en tout cas inattendue, puisqu'elle remet un petit peu en cause la théorie acquise sur la genèse de l'Europe carnivore, qui est celle de l'acculturation d'un modèle barbare. Elle propose, elle, un modèle endogène, qui n'est peut-être pas d'ailleurs exclusif, qui peut très bien s'accorder à l'autre, un modèle endogène d'origine cénobitique. Alors, la consommation différée et la conservation, c'est un vrai sujet. Le problème, comment trouver les sources? Il n'y a qu'une communication qui a pu y répondre. C'est celle qui nous montrait les conserveries de Badalona romaines, spécialisées dans le porc de qualité charcutière. Reste un dernier point, celui de toutes ces boucheries à part, que ce soit boucherie chevaline ou boucherie halal. Et là, ce sont des dossiers sensibles. En ce qui concerne le cheval, je pense qu'on nous a montré qu'on pouvait ouvrir le dossier par les deux bouts, si je peux dire. D'un côté, l'approche archéozoologique, que ce soit en Islande ou sur le front de la guerre 14-18. Là, j'ai vu que l'archéozoologie, ça ne sert pas qu'aux proto-historiens, n'est-ce pas? Et toutes ces données peuvent nous renseigner sur la consommation effective. Et puis, d'autre part, il y a la relecture des historiens du religieux qui nous invite fortement à relativiser la portée des textes polémiques, en particulier ces correspondances pontificales. Reste que si la boucherie hypophagique est autorisée à partir de 1866, ça je crois, 1866, la question que pose Noé Liviane est tout à fait pertinente. Qu'en était-il avant? Est-ce qu'elle était vraiment interdite, simplement tolérée? Quid de son statut légal? Personnellement, je n'ai jamais trouvé d'ordonnance globale ou royale à ce sujet. Bruno m'a dit qu'il en existait, donc un dossier ouvert. Reste que la viande de cheval reste une viande honteuse qui fait boucherie à part et que tout le travail du boucher chevalin consiste parfois à la faire passer pour du bœuf, non seulement la désanonymisant, désincarnant, pour une chair, c'est mal choisi, quoi. Je sais pas. Mais enfin, on enlève les os, on enlève les aponévroses, on lui enlève tout ce qui peut rappeler le cheval,
et de façon à ce qu'elle ressemble à du bœuf, beefsteak de cheval. C'est important. Dans toutes nos discussions, finalement, le bœuf reste la référence culturelle en boucherie. C'est la seule certitude, je crois, qu'on peut tirer de ce colloque. Voilà comment on a essayé de répondre aux axes d'interrogation qui nous étaient proposés. Mais vous savez que la richesse d'une réflexion collective, elle s'évalue non seulement aux réponses qui sont élaborées aux questions posées, mais aussi à notre faculté à faire surgir de nouveaux questionnements. Et c'est vrai qu'on est incité, à l'issue de ce colloque, à aller plus loin. Je vois 4 pistes. La piste terminologique. On a beaucoup parlé des mots tout au long de ce colloque. D'abord, avec la Grèce ancienne, on nous a annoncé un lexique de la boucherie et de la triperie en Grèce ancienne. La même chose, même travail serait à faire en latin. Pour le Moyen-Âge, où on s'est intéressé par exemple pour cette viande fleurie, et jusqu'au vocabulaire actuel qui est quand même très euphémique. On sait très bien, on ne tue plus l'animal. Tout est euphémisé. Le chasseur ne tue plus, il prélève. Au temps de Napoléon, on ne tue plus les animaux, on les abat. Or, abattre dans le langage classique, c'était pas ça. Abattre le mouton, c'était le retourner pour pouvoir tirer la langue et voir s'il n'était pas ladre. Donc, c'est déjà une euphémisation. Et maintenant, on ne dit même plus abattre, on euthanasie. Alors, je ne sais pas quel sera le dernier stade. Bon. Et même dans le vocabulaire usuel, si on se pose des questions, viande blanche, viande bleue, qu'on disait verte sous l'Ancien Régime, viande rouge. Au Moyen-Âge, on nous a dit qu'il fallait éviter de faire passer des viandes jaunes pour des viandes blanches. Bon, alors tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? On peut dire que la viande, on en voit de toutes les couleurs. Il y en a plus que dans les robes du vin. Et tout ça, c'est très culturel. Donc, il faudrait voir tous les mots et en resituant bien chaque terme et l'usage de chaque terme dans un temps, dans un espace donné, et peut-être réfléchir à un lexique à la fois international et interpériode. Deuxième piste, et interactif. C'est-à-dire qu'il y a déjà une idée sur la technique, la façon dont on pourrait concevoir ce lexique. Deuxième piste, le sauvage et le domestique. On a vu que le domestique, et je trouve que, bon, à plusieurs reprises quand même, on a évoqué le problème du sauvage, avec aussi cette précaution méthodologique que vous avez fait, madame, à propos des fouilles menées à Montréal. Vous avez employé le mot suidé, parce que vous disiez que dans certains cas, il est difficile de distinguer le porc domestique du porc sauvage. Alors pourquoi est-ce que la faune sauvage est si absente de notre discours? Est-ce que c'est les hasards des fouilles archéologiques, des données objectives? Est-ce que c'est un parti pris de notre part parce que la viande de chasse ne figure pas sur l'étal des bouchers? Et il n'en reste pas moins que c'est une viande, une chair, et qu'il faudrait l'étudier. Troisième à reprendre, le cheval. Et dernier, l'organisation de la boucherie, parce qu'on était peut-être un peu trop focalisé sur des modèles urbains, qui sont des modèles précurseurs, pilotes, et des modèles de grandes villes. Il faudrait revoir ça dans la dimension temporelle, que fait le boucher en tant que carême, et revoir ça aussi du point de vue de la frontière professionnelle entre boucherie et triperie. Voilà, j'arrive au bout de ma conclusion. Je vous avertis d'emblée, je ne sais pas découper le poulet. J'ai enlevé toute la chair qui était